je vais vous parler d'architecture sur iOS. Et ouais, ok. Je vais essayer de se mettre comme ça. Je vais faire des figures acrobatiques. Si je tombe, ça sera filmé. Voilà, donc, et tout particulièrement de CleanSwift. Donc, pour mettre les choses dans leur contexte, je m'appelle Jordan Rilassi. Je travaille pour la société Esnal, qui est éditeur de logiciels. Donc, avec l'équipe de dev, on travaille sur l'application Albus, qui est une application pour infirmiers. Donc, l'appli, elle gère tout un suivi de patientèle. Elle permet aux infirmiers de gérer leurs rendez-vous. Il y a la carte vitale. À terme, ça fera de la facturation. Donc, moi, quand je suis arrivé dans l'équipe Albus, le projet n'était pas démarré, donc le but c'était de développer une application from scratch. Donc quand je suis arrivé, on m'a posé plusieurs problématiques. Donc la première c'était que le projet devait être évolutif sur plusieurs années. Le deuxième c'est que le nombre d'écrans de l'application puisse dépasser les 100 écrans. Donc si on a un développement de 5 ans ou plus, on pourra arriver à plus de 100 écrans. La taille de l'équipe peut augmenter, donc peut fluctuer. Pour l'instant, on est 1,5 avec Franck ici. Et peut-être que dans 5 ans, on sera 5 ou 10 développeurs sur l'application iOS. Il fallait aussi que la couche data puisse être interchangeable. Donc, c'est-à-dire, pour l'instant, l'application elle est totalement offline avec un système de synchro. Donc plus tard, pourquoi pas, au lieu d'appeler directement la base de données, appeler des web services. Et également, vu que c'est une application qu'on va traîner sur plusieurs années, il faut qu'on puisse mettre pas mal de tests unitaires pour s'assurer que notre développement reste OK et qu'on casse rien dans l'application. Donc là, avec l'équipe de développement, on a commencé à chercher une architecture pour notre application. Donc on a fait la liste des architectures qu'on connaissait, donc MVC, MVP, MVVM, Viper, et j'en passe. Tiens, Siri vient de s'allumer. D'abord déverrouiller votre iPhone. Ouais. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire sur toutes ces architectures? Donc la première, c'est le MVC que tout le monde connaît, donc on ne va pas épiloguer 10 ans là-dessus. Ça veut dire modèle view controller. C'est l'architecture standard de Apple. Les avantages de cette architecture, c'est que c'est très simple à mettre en place. Les inconvénients, c'est qu'on a un problème que tout le monde connaît, c'est le Massive View Controller. C'est un view controller qui peut aller jusqu'à 10 000 lignes, par exemple. On trouve plus, au moins, voilà. On trouve plus le code qu'on cherche. Le view controller gère les appels réseau, gère le parsing des données, gère aussi les interactions utilisateurs, normal. Et ça, c'est pas du tout ce qu'on voulait. Bon, j'ai cliqué sans faire exprès, mais c'est pas grave. Ensuite, on a continué à chercher les architectures disponibles. On a trouvé MVP. Donc, qu'est-ce que c'est MVP? C'est une amélioration du MVC qui est basée sur le modèle View Presenter. Donc, comment ça fonctionne? En fait, c'est un peu comme le MVC, sauf que cette fois-ci, le View Controller gère uniquement la couche UI et le présenteur, lui, va gérer la partie business. Donc déjà, c'est beaucoup mieux. Mais l'inconvénient... Pardon, je peux dire, ça c'est pas l'MVP complète. Non, c'est... une autre version plus compliquée que ça. D'accord, ok. Bon, c'est pour introduire chaque architecture. Et donc là, le présenteur va gérer la partie business. Donc le problème avec cette solution d'architecture, si on regarde ce modèle-là, bien sûr, et qu'on ne pousse pas dans un modèle d'architecture plus compliqué, c'est qu'on va déporter tout simplement la logique du view controller dans le présenteur. On va avoir le même problème, on va avoir des présenteurs qui vont être massifs. Alors en continuant de chercher, on a trouvé la clean architecture. Enfin on connaissait déjà, mais on s'est intéressé à la clean architecture. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une architecture qui a été introduite par Uncle Bob, donc, qui est basée en fait sur le concept de couches séparées. Donc là on peut voir que la couche UI est séparée de la couche présenteur, de la couche use case et la couche entity.
Donc en fait, ça nous permet de bien diviser notre code et que chaque utilisation de ce qu'on développe reste bien séparée. On ne va pas tout mélanger comme dans le MVC ou dans le MVP, à mettre toute la couche business au même endroit. Donc c'est bien beau la clean architecture, mais comment on adapte ça à un projet iOS? Donc il existe Viper. Donc qu'est-ce que c'est Viper? Donc c'est un projet, une architecture qui est adaptée à iOS, qui veut dire View, Interactor, Présenteur, Entity Router. Donc on peut voir que c'est un peu comme le MVP. Hop, je suis pas tombé. Donc le View Controller communique avec le présenteur. Et ensuite, on a plein d'autres classes qui vont permettre de gérer plein d'autres choses. Et donc bien disperser son code pour que chaque élément ait sa propre utilité. Donc on va revenir là-dessus un peu plus tard. Car en fait Viper, c'est compatible pour Swift, pour Objective-C. On s'est dit, est-ce qu'on peut pousser le vice un peu plus loin et trouver une architecture compatible seulement, et même exclusivement pour Swift. C'est là qu'apparaît Clean Swift, donc, où le développement devient plus propre. Donc qu'est-ce que c'est Clean Swift? En fait, si on regarde le schéma, ça ressemble pas mal à l'architecture Viper. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que notre projet est organisé en scènes. Donc une scène, c'est quoi? C'est une vue en fait. Ça gère le concept de Dumb View Controller, un peu comme le concept de Viper. C'est-à-dire que le View Controller est là seulement pour gérer... Excusez-moi si je gêne, mais j'ai un petit problème avec les câbles. Ça va là? Le View Controller va seulement gérer les interactions avec l'utilisateur, ainsi que l'affichage des données. Les composants sont simples, avec des responsabilités bien claires. Et le concept le plus important, c'est le VIP Cycle. VIP Cycle, c'est le View Controller qui communique avec l'interacteur, qui va communiquer avec le présenteur, et le présenteur va recommuniquer avec le View Controller. En fait, les données transitent seulement dans un sens, c'est unidirectionnel. Donc là, on peut voir la différence entre Viper et Clean Swift. Donc ici, on voit que le View Controller va communiquer avec le présenteur, mais en fait, ça va être un aller-retour. Le présenteur va communiquer avec l'interacteur, ça va également être un aller-retour. Alors qu'ici, on va avoir une passation de données de manière unidirectionnelle. Donc l'avantage, c'est que on va suivre tout le temps le même workflow, alors que ici, c'est plus facile de s'embrouiller sur un projet par exemple qui va durer 5 ans. Le premier développeur, il va faire transiter les données entre les classes d'une certaine manière. Le développeur suivant va le faire un peu à sa sauce, alors que ici, on a toujours le même workflow. Donc très adapté à un projet qui peut durer plusieurs années. Donc pour vous expliquer plus en détail le VIP Cycle, comment ça fonctionne? En fait, on va faire transiter des objets, même des structures, entre les différentes classes. Donc le View Controller va passer un objet de type request à l'interacteur, l'interacteur va passer un objet de type response au présenteur, et le présenteur, lui, va formater les données et envoyer l'objet, la structure de type ViewModel au View Controller. Donc, comment ça marche? En fait, c'est juste un énigme. On va prendre un exemple. Le View Controller, je vous ai dit tout à l'heure que nous, on développait une application pour les infirmières. Donc, l'essentiel de notre métier, enfin pas que l'essentiel, mais une grande partie, c'est d'afficher une liste de patients, une fiche patient, des informations sur le patient. On va prendre seulement l'exemple où on va afficher le nom complet du patient à l'écran. Donc le View Controller va dire « Hello, je veux afficher le nom complet sur l'écran ». L'interacteur, lui, du coup, il va lui passer une structure vide. L'interacteur, lui, va communiquer avec des workers pour aller récupérer ces données. Il va récupérer le first name et le last name, va faire sa structure response, va l'envoyer au présenteur. Et le présenteur, lui, va concaténer ces deux champs et le renvoyer au View Controller sous forme de ViewModel. Et le View Controller, il aura seulement à faire ViewModel.fullName pour l'afficher. Voilà. Donc comment ça fonctionne plus en détail? Comme je vous l'ai expliqué, le View Controller, lui, il communique seulement avec l'interacteur. Il reçoit la réponse du présenteur. Il communique avec le routeur. On verra tout à l'heure à quoi sert le routeur. Et il est fait d'un protocole. Il implémente un protocole
le display logic method, qui sont les fonctions directement accessibles via le présenteur. L'interacteur, lui, il va servir à gérer les use cases, donc comme on a vu avant, par exemple, je veux afficher les données du patient. Il va récupérer la réponse des workers, donc là, j'ai mis pour exemple database ou networking, c'est l'interacteur qui va décider lequel il va appeler. Et il va envoyer les objets de type response au présenteur. Il implémente deux protocoles. Le Business Logic Protocol, du coup, c'est les fonctions accessibles via le view controller, donc le view controller peut appeler. Et le Data Store Protocol, c'est le protocole qui va servir à faire transiter des données entre différentes scènes. Le présenteur, lui, comme on l'a vu tout à l'heure, il va formater les données pour les renvoyer au view controller. Et le routeur, pour finir, il va gérer les transitions et la navigation entre les différentes scènes. Il va gérer la passation en utilisant le protocole DataStore. On va voir tout à l'heure comment on fait ça. Et les deux protocoles qu'il implémente, c'est le Routing Logic Protocol. Donc, comme partout, c'est les fonctions accessibles via le view controller. Et le Data Passing Protocol, du coup, qui permet de passer les données. Bon, ça fait beaucoup de théorie, mais en vrai, comment ça marche? Donc la première étape, c'est très simple. On va installer une template Xcode qui va nous permettre, pour chaque scène, de générer toutes nos classes dont on va avoir besoin. Parce qu'on a vu que pour gérer une scène, on a 6 classes à utiliser. Donc pour ne pas avoir à se taper toute la création des classes, l'implémentation des fonctions à la mano, on va utiliser une template Xcode. Voilà. Est-ce que vous voulez une petite démo? J'espère que oui. Alors. Je me fais de la place. Alors j'imagine que vous voyez très bien comme ça. Je pense que je vais devoir reconfigurer ce que j'ai fait tout à l'heure. Est-ce que là ça va? Vous voyez ou pas? C'est trop petit? Ouais, je vais zoomer encore un peu alors. C'est mieux là? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va développer ce soir? Donc, je vous présente l'application isCleanSwiftClean. Le nom de l'application n'a rien à voir avec ce qu'elle fait. C'est juste pour correspondre au nom de mon talk. Ah, on voit pas trop tout l'écran, mais c'est pas très grave. En fait, c'est une application un peu comme on fait chez Albus, qui va lister une liste de patients. Et le but, ça va être d'afficher les détails du patient. Donc on peut voir ici que mon projet est composé d'un modèle qui s'appelle patient, qui va gérer une structure qui va être simplement des objets patients avec un ID, un first name, un last name et un gender. Ce gender est simplement un enum qui va pouvoir retourner une image en fonction de si c'est un male ou une female. On a un patient DB repository, donc il va aller chercher les données. Bon, j'ai pas fait tout un système de base de données, mais on va récupérer un mock qui va soit nous retourner un array de patient, soit un patient en fonction de son ID. Et le cœur du sujet, ça va être la scène patient list, qui correspond à cette scène-là, qui est composée de plusieurs classes. Donc un présenteur, un worker, un routeur, un modèle, un view controller et un interacteur. Donc on va voir à quoi ça sert. Donc voilà, là on a notre scène, mais lorsqu'on clique, là ça fait rien. Et nous ce qu'on veut, c'est afficher une scène détail. Du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par créer un dossier qui s'appelle patient detail. Ça va être notre scène. Comment on fait pour créer les classes? Donc c'est simple, on fait new file une fois qu'on a installé la template. On va dans la section clean swift. Next, et là on a juste à nommer le nom de notre scène, next, create, et
abracadabra, on a toutes nos classes. Donc nos classes sont déjà sont créées, on a des fonctions d'exemple. Donc là, c'est un des protocoles dont je parlais tout à l'heure. Donc displaySomething, ça va être la fonction qui va être appelée via le présenteur. Donc on voit qu'il y a plein de choses qui sont créées. Donc là, le setup, c'est pour implémenter tous les objets et faire communiquer toutes les classes entre elles pour créer ce VIP cycle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça, c'est pour gérer le routing avec les SEG. Et là, on voit enfin un autre viewDidLoad qui appelle une fonction doSomething. Bon, c'est bien beau tout ça, mais ce qu'on veut, nous, c'est de pouvoir afficher notre scène lorsqu'on clique. Alors, comment on va faire ça? Il va falloir récupérer l'ID d'un patient et l'envoyer à notre deuxième scène. Alors, on peut aller voir sur la scène que j'ai déjà créée tout à l'heure. Donc on a notre table view, vous connaissez tous la fonction setSelectRowAt qui est appelée lorsque on sélectionne une cellule. Donc ce qu'on va faire ici, c'est seulement créer un objet de type request où on passe le patient ID dans cet objet et appeler l'interactor qui va sélectionner le patient. À ce moment-là, on va setter un patient ID qui est déclaré dans l'interactor. Je vous ai parlé tout à l'heure du protocole DataStore. C'est en fait ce protocole qui va permettre de transférer des données entre les différentes scènes. Donc celui-là, ce protocole et cette variable, on la set. Et ensuite, une fois que c'est fait, on va appeler le présenteur qui lui va seulement à son tour appeler le viewController parce qu'ici on n'a pas de formatage de données à faire. Tout ça, c'est toi qui l'as développé ou ça a été généré? Ça, c'est moi qui l'ai développé avant de venir. Donc bien sûr, en suivant tout ce que je vous ai présenté avant. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est comment on crée une nouvelle scène et comment on peut aller récupérer les données dans cette scène-là. Donc là, on retourne dans notre Patient List ViewController, donc qui gère la liste que vous avez vue juste avant. Et à ce moment-là, on va appeler le routeur qui va appeler une fonction qui s'appelle route2patientDetail. Hop. On arrive là. Donc tout ça, c'est du code que j'ai commenté, mais qui a été généré par CleanSwift. Donc je décommente, histoire que ça fonctionne. Voilà. Donc j'ai juste remplacé, en fait ici, CleanSwift, quand on crée un routeur, on peut le voir ici. Il va prendre, il va mettre une classe qui n'existe pas comme exemple. Donc moi, avant de venir, je l'ai juste remplacé par ma classe PatientDetail. Et donc, le routeur, qu'est-ce qu'il fait? On va lui dire route2patientDetail. Donc si on a une seg, on va passer par là, mais là, ce n'est pas le cas. Il va instancier notre PatientDetail ViewController et il va créer un destination DS, donc DataStore. Il va commencer par passer les données à la nouvelle scène qui a été créée, et ensuite, il va lui dire de naviguer dans cette scène. Donc comment naviguer dans la scène? C'est juste un show, on lui passe en fait le ViewController et ça va pusher dans le Navigation Controller. Mais avant, ce qui nous intéresse, c'est la passation des données. Donc on va passer le source.patientID, donc qui est connecté au PatientList DataStore, qui est dans l'interacteur dont je vous ai parlé avant, ici, vous vous en souvenez, pour passer le PatientID à la nouvelle scène. Donc là, j'ai une erreur, pourquoi? Parce qu'il me dit que ma nouvelle scène n'a pas de member PatientID. C'est normal parce qu'on ne lui a pas dit qu'il fallait qu'il récupère ça. Donc on va aller dans le PatientDetail interactor. Et là, on voit que CleanSwift nous a créé une variable d'exemple pour nous dire que c'est ici qu'on doit mettre nos informations. Donc je vais créer une variable de nom PatientID et de type string. Donc ici, il faut que je fasse la même chose pour que la classe corresponde au protocole. Hop, et là, c'est pas un optionnel, donc on met ça. Donc ici, on a notre patient ID. Ah, j'ai oublié ça. Et il ne faut pas oublier de mettre get ou set selon l'utilisation. Donc là, on met set parce qu'on va aller instancier, on va aller renseigner le patient ID en venant du routeur de patient list router. Donc ici, normalement, si je compile, ça va runner.
Et donc là, normalement, si je clique, on va arriver dans ma vue détail. Et ça marche. Donc pour l'instant, c'est cool, on change de vue, mais on n'a pas les informations. On a toujours écrit full name et l'avatar de base de notre patient. Donc on va aller voir comment on crée ça. Donc je vous montre, hop, on a un storyboard, enfin j'ai créé un storyboard que je vais afficher en grand sinon on va jamais le voir. Je m'attendais pas à ça. Je vais dézoomer, hein. Il est là, oui c'est vrai, merci. Il est là, donc il est composé seulement d'un label full name. Donc j'ai repris l'exemple dont je vous avais parlé lors de la présentation. Et un avatar icône qui est une image view qu'on va aller renseigner en fonction du genre du patient. Donc comment on va faire? On va aller voir dans notre classe Patient Detail View Controller, vu que tout part du View Controller. On va aller dans notre petite fonction View Did Load, et on voit que cette fonction appelle une autre fonction qui s'appelle Do Something. Donc c'est à cet endroit-là qu'on va aller dire à notre scène d'aller chercher les données. Donc, comment on procède? On se dit qu'on a besoin de renseigner un label et une vue et une image. Donc on va aller dans le modèle, et ici, on va renommer notre enum en patient info. Ok? Notre view controller, il va appeler notre interacteur et va lui demander affiche-moi les informations du patient qui a tel ID. Est-ce que là, on va lui passer un ID? Je vous pose une question. Non. On va pas passer l'ID parce que l'ID, il est déjà renseigné dans l'interacteur, ici. Donc on va pouvoir y accéder dans cette classe-là. Donc pas besoin de lui passer. Là, on a vu tout à l'heure notre structure patient qui est là. On a l'ID, first name, last name, gender. Donc pour renseigner le full name et l'image, on va avoir besoin de notre first name, hop, de type string, notre last name de type string, et notre gender de type gender. Voilà. Et pour le view model, donc de quoi va avoir besoin le view controller? Il va seulement avoir besoin d'un full name et d'une image. On va lui passer full name, string, hop, et une avatar image, on va appeler ça comme ça, de type UIMage. Ok? Donc là, je vais faire un peu de magie. C'est que pour l'instant, je vous ai montré que lorsqu'on générait les classes avec CleanSwift, il nous créait des petites méthodes déjà avec des noms. Donc moi, ce que j'ai fait en fait de mon côté, c'est que je les ai juste renommés pour que ça s'appelle Display, Patient Detail, etc. Donc, je vais aller directement sur mon commit. Bah, rien d'autre à changer, je vous promets. Hop, je vais juste... forcément, je vois rien. Hop. Hop. Ça, je remove. Et ça, je reset. OK. Et je vais passer sur ce commit-là. OK. Forcément. Ah ouais. C'est lui. Lui, il m'embête tout le temps. Hop. Et là. Yes, c'est bon, on n'a pas l'effet démo. Ou presque pas. Donc là, si je retourne dans ma scène Patient Detail, on voit que ce qui a changé, c'est juste que j'ai renommé les fonctions pour que ça corresponde à ce qu'on veut rechercher. D'accord? On peut retourner voir notre modèle. Ça s'appelle patient au lieu de patient info, mais les infos qu'on veut sont toujours les mêmes. On est d'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Le view controller, dans le view did load, va appeler le fetch patient detail. Et cette fonction va créer un objet de type request vide, parce qu'ici on n'a besoin de rien, et va l'envoyer à l'interacteur. L'interacteur va dire « Hello, j'ai besoin des infos de mon patient ». Du coup, on va passer par un worker. Donc le worker, ça peut être soit un appel à une base de données, soit un appel network
classique, soit ce que vous voulez en fait, tant que ça va chercher des données. On va voir ce que fait cette fonction. Elle va chercher un objet de type patient dans mon repository, donc je lui passe juste un patient ID. OK. Et ça va me retourner un objet de type response. Et comme on a vu tout à l'heure, avec le first name, le last name et le gender du patient. OK. Cet objet response, on va l'envoyer au présenter pour qu'il nous formate les données comme on veut. C'est ça. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Notre full name, on va créer une variable de type full name qui va juste concaténer simplement response.firstname et response.lastname, d'accord? Et notre avatar image qu'on va récupérer de manière magique en faisant response.gender.image. J'ai créé une petite bidouille qui renvoie l'image. Et on va appeler notre viewController en lui disant display patient detail et voilà toutes les infos. Voilà. Donc là, on a encore un petit exemple qui nous dit voilà ce qu'il faut faire. Donc, on a juste à renseigner le full name label avec son texte qui correspond au viewModel.fullName et l'image de l'avatar qui correspond au viewModel.avatarImage. Et là, si je compile et que je croise les doigts très fort, donc là, on a bien les infos. On a un avatar masculin, Jeanne d'Arc qui est une femme, un avatar féminin. Donc, voilà à peu près comment ça fonctionne avec CleanSwift. Donc ça peut paraître assez lourd au premier abord, mais je vous promets en fait que quand on travaille sur un projet avec des scènes qui font plein de choses, un projet modulable sur lequel on peut dans 6 mois rajouter une fonctionnalité, en enlever une, etc. Ou par exemple si juste je veux pouvoir rajouter une description à ma page, en fait c'est très simple, j'ai juste à aller dans le modèle, ici, rajouter par exemple description et le passer, et rajouter ça du coup à mon VIP cycle et récupérer la donnée de manière simple. Voilà, donc au niveau des modifications et de la modularité, c'est le gros point positif. Donc si je peux vous faire un petit retour d'expérience après avoir utilisé cette architecture pendant 1 an, même un peu plus maintenant, qu'est-ce que ce serait? Donc au début, il faut prendre le temps d'appréhender l'architecture. Donc là, comme je vous l'ai montré et comme vous l'avez vu, ça peut paraître assez lourd et assez fastidieux. C'est pas faux. Mais une fois qu'on y est habitué, c'est vraiment facile en fait, de développer avec ça. Ça nous permet de... En fait, dès qu'on a une scène à faire, on sait exactement comment les données vont transiter entre les différentes scènes, enfin les différentes classes. Et du coup, ça nous permet même de réfléchir à plus de logique derrière. On va pas s'occuper on va pas se soucier de la façon dont on va faire transiter les données. C'est très facilement maintenable. Comme vous l'avez vu, si j'ai besoin de changer quelque chose, je change mon modèle et puis après il y a juste à faire passer cette info dans les différents éléments du VIP cycle. C'est très adapté aux tests unitaires vu que chaque élément en fait, de l'application va être dans sa zone, dans sa classe et dans sa couche. Du coup, on va pouvoir tester toutes nos fonctions et tous nos use cases très facilement. Ça nous fait un code ultra structuré comme vous l'avez vu. Et du coup, on respecte toujours un workflow unidirectionnel. C'est-à-dire, si on travaille en équipe, que mon collègue a développé une fonctionnalité il y a 5 mois, je vais vouloir modifier quelque chose dedans ou reprendre, je vais savoir exactement où va être situé le bout de code que je cherche, quoi. C'est vraiment l'avantage numéro 1 de cette solution. Donc est-ce que c'est la bonne solution et est-ce que ça nous a convenu lors du développement de notre application? Donc il faut savoir qu'on est toujours en développement, que l'application n'est pas encore sur les stores, que du coup il y a encore du travail, on n'est pas prêt d'avoir fini, donc même si ça fait 1 an qu'on travaille dessus, c'est pas une application one shot qu'on va balancer après. Il faut pouvoir continuer de développer et modifier le code. Donc je dirais que oui, pour nous c'est la bonne solution, mais il faut savoir que cette solution est adaptée aux gros projets. Par exemple, si vous faites
une application sur un dev de 1 ou 2 mois et qu'après vous y toucherez plus, de prendre cette solution parce que ça va vous ajouter du temps de développement, peut-être un peu même de dev fastidieux, alors que vous n'en aurez pas besoin. Par contre, sur un projet sur plusieurs années, avec une grosse équipe et un temps de développement long comme le nôtre qui va s'étendre sur plusieurs années, je dirais que c'est la bonne solution parce que si j'ai besoin par exemple de toucher une ligne de code que j'ai fait le premier jour où j'ai commencé à développer, je veux savoir où elle va se situer et je vais pas me dire ah ouais à cette époque-là je développais de telle manière, j'avais cette technique-là et maintenant ça m'embête de retoucher à ça. C'est toujours le même workflow, du coup ça reste clair et c'est très facile à reprendre et aussi très important, les tests unitaires sont faciles à faire avec ça. Je vous ai mis quelques références si ça vous intéresse au moins de vous renseigner ou de l'utiliser dans votre projet. Donc vous pourrez regarder, donc ça c'est le site de CleanSwift qui explique comment utiliser l'architecture, une app d'essai, comment installer la template, et je vous ai mis un petit repo accessible avec ma démo terminée. Est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce que je vous ai endormi? Tu as montré comment monter les données, mais comment récupérer les données des text fields et tout ça. Ça marche bien en travaillant avec les text fields pour oui. Voilà. Bah, du coup, là, dans le cas d'un text field, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer la donnée du text field dans la structure request. Donc, je peux vous remontrer ça. Oui, parce que j'ai pris un exemple simple, donc forcément, là, ça ne servait à rien. Mais en fait, si on a un text field, on va envoyer la donnée dans la request. Et c'est comme ça qu'on va faire transiter les données. Donc, par exemple, si on a un champ recherche dans notre liste de patients, par exemple, pour rechercher le patient en fonction de son nom ou de son prénom, on va passer la chaîne de caractères ici. Et ensuite, notre interacteur va aller faire la recherche et nous renvoyer les informations comme on veut. Mais comment valider les chiffres et les lettres qu'on met dans le text field? Oui. Par exemple, si on veut un chiffre, seulement un chiffre, oui. Donc comment peut-on faire la validation dans le text field pour avoir juste un integer ou quelque chose comme ça? Ben on va faire le tour. On va envoyer la chaîne de caractères à notre interacteur qui va checker si on a que, par exemple, un integer dedans, et on va renvoyer la validation au view controller. Ouais, par exemple, le delegate du text field, lui, il a besoin d'une réponse tout de suite. Il n'y a pas besoin, on ne peut pas passer par un... Faire tout le tour du VIP, est-ce que ça se fait de façon synchrone ou est-ce qu'on passe par des delegates? On passe par des delegates. On peut passer par des delegates. Mais là, on a besoin d'une réponse synchrone. Ouais, alors en fait, il y a deux solutions. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a quand même ajouté du code dans nos cellules, dans nos text fields, par exemple, pour la validation. Bon, pour rentrer dans les détails, ça va devenir un peu complexe, mais en gros, on a des cellules. Et les cellules, quand on les instancie, on peut dire, par exemple, cette cellule-là, ça va être un numéro de téléphone. Du coup, on va accepter seulement les digits. Et du coup, la cellule va connaître le type de données qu'elle doit accepter lorsqu'on va l'afficher à l'écran via des protocoles, etc. Et en fait, on va pouvoir, la cellule va pouvoir savoir elle-même si son statut est accepté ou pas. Après, sinon, il y a une autre solution. La cellule, elle reste dans la couche view controller. Ouais, c'est ça. Après, il y a une autre solution, c'est la cellule, on lui fait implémenter un protocole on fait implémenter du contrôleur un protocole de la cellule. Et en fait, lorsqu'on a un changement sur cette cellule-là, le view controller va le savoir et va pouvoir passer par un cycle VIP. C'est une des solutions. Du coup, dans le cadre requête web, par exemple, comment tu gères les cas d'erreur? Est-ce que l'erreur va remonter à travers la réponse, par exemple, ou est-ce qu'il y a Ouais, alors en fait, je vous ai pas tout montré, hop. Mais ici, par exemple, ce que j'ai fait pour la liste des patients, on va voir si, en fait, le worker fetch patient, il va retourner un array, mais qui est un optionnel. Et si on n'a rien,
je lui dis présente erreur. Du coup, en fait, c'est le présenteur qui va... On peut lui passer un objet erreur ici. Hein. Donc le présenteur va passer... l'interacteur va passer par le présenteur, et ensuite par le viewController. Et ici, on va pouvoir gérer l'affichage de l'erreur. Moi, ce que j'ai fait ici, c'est j'ai juste mis un print qui permet de loguer l'erreur, mais après, on peut gérer ça comme on veut. En fait, du coup, c'est l'interacteur qui va gérer si on a une erreur ou non, quoi. Oui. Et qui est-ce qui va appeler tout ce qui est navigation? C'est le routeur, c'est ça? C'est ça. En fait, c'est le viewController qui, lui, va appeler le routeur. Donc, on voit ici, pour display patient detail, on va passer par le routeur, on va lui dire route to patient detail. Donc, en fait, là... Enfin, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'est clair ou... Mais est-ce que ce routeur, en fait, j'ai l'impression que pour chaque écran, on aura un routeur séparé. Ouais. Il n'y aura pas de routeur commun, quoi. Ouais. Donc ce routeur, il sera pas vraiment réutilisable, en fait. Non. Alors après, tu peux créer des classes qui vont mutualiser ton code et appeler dans ton routeur une classe qui va gérer ta navigation. Et après ton retour d'expérience, est-ce que tu remarques qu'au bout d'un an, tu as du code dupliqué? On a un peu de code dupliqué quand même. Un peu à une autre, on a essayé de gérer ça de manière intelligente, donc on a créé... En fait, on bosse beaucoup avec des formulaires, donc on a créé une classe formulaire, form view controller, et en fait, toutes nos classes de type formulaire vont hériter de cette classe-là, ce qui nous évite d'implémenter toujours les mêmes fonctions dans chaque scène, et c'est notre façon de mutualiser en fait, quoi. Après, on a aussi mutualisé plusieurs scènes, plusieurs écrans en une scène. On va passer quand on va appeler la scène, on va lui passer un enum, une valeur d'enum en mode, par exemple, je veux une liste de patients au lieu d'avoir une liste de médecins. Et c'est un graphique, c'est un design différent entre les deux. Après, c'est la scène en fonction du type d'écran qu'on veut afficher qui va gérer le display, quoi. Effectivement, juste pour répondre à ta question, comme tout est interfacé par des protocoles, ça peut arriver que tu peux réutiliser un viewController, par exemple, mais qui va utiliser comment ça s'appelle, ou par exemple un même interacteur, mais quand il va redescendre, ça va être un viewController différent, mais qui aura le même display, la même interface de display. D'accord. Et du coup, comme ça, tu peux aussi des fois mutualiser des blocs ou avoir des affichages différents, mais tu as les mêmes routes d'affichage. Tu peux par exemple avoir deux contrôleurs dans ton dossier patient list, par exemple. Si tu as deux listes de patients qui se ressemblent. Ouais. Et qui utilisent les mêmes protocoles. Ouais. C'est ça. Ça peut être un cas. Après, il y a encore, c'est une architecture qui peut être amenée à faire pas mal de... C'est assez modulable en fait. Enfin, faut suivre l'architecture lorsqu'on parle du VIP cycle et la passation des données, mais après, il ne faut pas hésiter à adapter cette architecture à son projet et à ses besoins, quoi. À quel endroit il fait le setup? Dans quelle classe? C'est dans le viewController, c'est ici. En fait, tu as le setup de toutes tes classes, et c'est là en fait... Lui, du coup, il est fortement couplé au reste. Ouais. Par exemple, comparé à jouer à Viper, Ouais. on a une classe qui s'appelle Wireframe, Ouais. qui, elle, s'occupe de faire tout le setup. Et du coup, ça force encore plus le découplage et c'est plus facile à tester parce que du coup, si on veut tester le contrôleur, là, c'est un peu plus spécialisé, quoi. C'est un peu plus compliqué. C'est ça. Alors pareil, si je peux me permettre juste de répondre à ta question par rapport à ça, c'est justement, il est parti de Viper au début dans cette archi-là. Il y avait une classe justement qui s'appelait configurator, ouais, qui justement était juste responsable de ce bout de code-là. Ouais. Et par expérience, il s'est aperçu que elle servait quasiment jamais en fait, enfin elle était tout le temps statique finalement, et ce bout de code-là. Donc par souci de simplicité,
Il l'a remis dans le contrôleur. Par expérience. Mais rien n'empêche après toi de recréer une classe supplémentaire effectivement sous configure pour pouvoir configurer ton application. Je sais plus c'est quoi la classe avec l'inum là. C'est la request. Le modèle. Ouais. Je me demandais si jamais tu peux passer d'un écran à un autre avec deux requests différentes. Du coup, potentiellement tu aurais 2 VIP flow. Est-ce que la bonne pratique c'est de mettre des variables en conditionnel ou tu fais une autre enum qui est séparée pour vraiment distinguer ton autre flow? J'ai pas très bien compris ta question. Bah, en gros, imagine que tu veuilles, par exemple, là, arriver dans ton détail. Ouais. Et, je sais pas, ne pas afficher d'image ou déclencher une autre action. Est-ce que du coup tu vas mettre tes variables en optionnel ou est-ce que tu vas séparer en faisant une autre enum? Non, tu peux mettre des variables en optionnel, hein. C'est faisable. Après, si... Est-ce que le risque, c'est pas justement que tu aies un espèce de mélange après entre tes requests, tes responses, tes view modèles? Je sais pas. Bah si, après, c'est un peu à toi de gérer en fonction de ton besoin, mais c'est pas interdit de mettre des variables en optionnel, oui. Ok. Non, mais si tu veux, en fait, si tu veux, effectivement, tu peux faire un enum par use case aussi. Effectivement, ça se fait aussi. Parce que ton use case, ça va être là, par exemple, c'est patient, c'est fetch. Ouais, c'est ça. Ça pourrait être fetch autre chose, et donc après, en fait, Ah oui. justement, le nom de J'avais mal compris. Ouais, J'avais mal compris ta question. Ouais. Mais du coup, dans ces cas-là, c'est conseillé de faire un autre enum. D'accord. Ouais. Bon, excuse-moi, j'avais mal compris. Et d'ailleurs, est-ce que c'est important que ce soit des enums? Parce que là, je vois qu'il n'y a aucun case, c'est juste un conteneur. C'est un conteneur, ouais, c'est ça. Pour être dans ce truc. C'est pas obligatoire, c'est conseillé par l'archi CleanSwift, c'est ce qui est généré automatiquement. Donc tout le monde utilise. Ouais. C'est ça, donc c'est généré comme ça. Okay. Après, voilà, si on utilise CleanSwift, on suit le workflow, la façon de faire. Donc, Et on n'utilise pas l'enum en tant que tel, quoi. non. On a une spec. Ouais, c'est ça. D'accord, ok. C'est géré comme ça. Bon, t'es pas obligé de répondre à celle-là, mais est-ce qu'on peut faire du CleanSwift avec SwiftUI? Normalement oui, alors après j'ai pas trop testé SwiftUI, mais il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas. Enfin j'en vois pas. Bon, c'est juste la vue SwiftUI finalement que tu vas développer. Du coup en fait c'est un peu l'intérêt vu que tu fais de la clean archi. Après je te réponds, j'ai pas fait de SwiftUI, donc ma réponse tu peux en faire ce que tu veux, mais en fait, c'est un peu l'intérêt de la clean archi, c'est que tu peux remplacer une couche par une autre. C'est-à-dire si ton view controller, tu veux le gérer de manière différente, normalement, si tu implémentes l'interface, enfin le protocole qui correspond, tu peux interchanger sans problème. Dans SwiftUI, on a du data binding dessus. C'est pour ça que je posais la question. Je sais pas trop si ça peut vraiment se mélanger sur cet aspect-là et sur l'aspect navigation aussi. J'ai pas trop regardé, j'ai pas vraiment exploité encore. Donc à confirmer. Ouais, il va nous falloir quelques mois. Ma réponse est un optionnel, tu vois. Là, si je fais le parallèle par rapport à Android et que c'est géré pareil, tu peux binder directement ton view modèle à ta vue en fait. Ok. Je sais pas s'ils décident de le faire pareil sur iOS. Mais... Je vais me renseigner. Voilà. D'autres questions? Ou alors, T'as mis combien de temps à être performant? Sur... Découvrir le modèle, apprendre à le coder on va dire, pour être à l'aise, entre 2 semaines et 1 mois. Et après, au bout d'un mois, c'est bon. Après, en fait, le problème, c'est qu'au début, on va beaucoup réfléchir. Parce qu'on va dire, ah, mais ça, je pourrais le faire comme ça et aussi comme ça. Et donc on va perdre un peu de temps à réfléchir, à refaire en disant, ah non, en fait, finalement, ça me convient pas trop bien à la façon dont je l'ai fait. Donc ça, on va dire, ça peut durer entre 2 semaines et 2 mois. Et après, une fois qu'on a vraiment l'archi en tête et qu'on est habitué, on va aller très vite pour créer des scènes. À la fin, on va te dire, il faut que tu crées une scène pour telle feature. Ça va être, tu vas le faire sans réfléchir, quoi. Donc tu peux du coup après focus ta réflexion sur d'autres choses
qui est plus complexe par exemple. Ok.